Franc-parler, Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous. Pour une raison ou pour une autre, des citoyens se sont vus privés de leur liberté d'aller et de venir. Certains écopent de quelques mois de détention et d'autres de dizaines d'années. Un séjour qui a permis aux citoyens lambda, cadres de haut niveau, patrons de société, conseillers, maires, ministres, voire président de la République de découvrir tout un autre monde. Malheureusement, c'est une vie carcérale qui se révèle pénible, inhumaine et dégradante. Les défenseurs des droits de l'homme ont longtemps tempêté, mais l'amélioration des conditions voulues peine à se concrétiser. Les efforts fournis par les gouvernants sont à peine visibles. Alors comment humaniser véritablement les prisons et maisons d'arrêt au Bénin ? C'est la thématique ce dimanche sur votre émission Franc-parler de Radio Cotonou. Nous recevons un juriste, expert en droits de l'homme et des mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de protection des droits de l'homme. Monsieur Serge Prince Agbodjan, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Honoré, bonjour aux amis auditeurs de la radio 94.3. Alors, je précise que vous êtes aussi le rapporteur général de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous vous remercions pour votre disponibilité à ce rendez-vous. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h30 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 41 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Alors, monsieur Serge Prince Agbodjan, une clarification terminologique rapidement. Quelle est la différence entre prison et maison d'arrêt ? Merci, Monsieur Honoré Naoum. Je voudrais commencer par un remerciement. Remerciement à la radio des Cotonois, oui. 94.3 et de toute son équipe, ainsi que des dirigeants, pour cet exercice un peu difficile quand même, délicat, mais important, que nous aurons à faire ce matin et à la radio. L'idée de ma disponibilité a été de montrer un peu ce qui se fait, ce que chaque institution de la République fait et l'implication des uns des autres dans le cadre de l'amélioration des conditions carcérales au Bénin. Et donc, nous essayerons, dans la mesure du possible, de montrer un peu une photographie et d'inciter nos chers citoyens, chacun de nous, à pouvoir comprendre que la vie carcérale n'est pas pour des gens ex nihilo, c'est pour tous les citoyens. Et en moins de 10 minutes, vous pouvez vous retrouver tout de suite en détention. On vous dirait que 10 minutes, c'est trop. Donc, ça change. Moins de ça, oui. Moins, en quelques secondes, vous êtes déjà en train d'être déposé. Et donc, c'est une situation qui doit susciter la réflexion des uns et des autres, pas seulement les gouvernants, mais de tous les citoyens. Vous savez, les Béninois, dans l'ensemble, ont tendance à penser que, bon, pour un rien ou pour un non, il faut aller emprisonner la personne, il faut déposer la personne. Il y a même des citoyens, lorsqu'ils font la procédure, ils se plaignent au procureur, oui. Et que le procureur, disons le parquet, ne met pas en détention et donne des convocations, mais ils se plaignent. Ils s'énervent et ils ne finissent pas de dire, écoutez, ce magistrat, il a donc pris de l'argent, etc. Comme si mettre les gens en détention, c'est la mode, c'est bien, alors même que le Code de procédure pénale a indiqué que c'est la mesure exceptionnelle. La libération, la mise en liberté des personnes sur contrôle judiciaire, sur convocation, c'est ce qu'il faut. Et la détention est la mesure exceptionnelle. On a comme l'impression dans notre communauté, dans notre population, que mettre en détention,
c'est la chose la plus facile. Et donc, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, tu souhaiterais visiblement qu'il soit détenu. Et lorsque vous voyez la situation là-bas, les gens ne demandent même plus. Ceux qui se plaignent, dès lors qu'on dépose l'intéressé, eh ben, eux, ils sont déjà à l'aise parce qu'ils pensent que la décision est là, alors que c'est une autre vie qui commence. Donc, il faut que chacun, cette émission doit nous aider à comprendre que la détention est une exception et que c'est la liberté qui est la règle. Venant à la question que vous avez posée, quelle différence entre maison d'arrêt et prison civile? Je peux vous dire que les établissements pénitentiaires se distinguent en fonction du public qu'ils accueillent et des règles appliquées. Si vous prenez par exemple les maisons d'arrêt, les maisons d'arrêt reçoivent normalement, en principe, c'est un établissement pénitentiaire dans lequel séjournent des prévenus. Dans les prévenus, vous avez toutes les personnes qui sont en attente de jugement. D'accord. Donc, les maisons d'arrêt, c'est fait pour les personnes qui sont en attente de jugement. Les quelques personnes qui sont condamnées et qui ont des peines inférieures à 2 ans peuvent y séjourner. D'accord. Donc, on ne voit pas normalement dans les maisons d'arrêt des personnes qui sont condamnées à des peines dépassant 2 ans. Dans le principe, la définition. Ce qui veut dire que dans les prisons civiles, vous avez des personnes qui sont condamnées de plus de 2 ans. Donc, la différence à faire entre maison d'arrêt et prison, c'est que dans les prisons, normalement, on ne devait pas avoir des prévenus, c'est-à-dire des personnes en attente de condamnation. C'est qui n'ont pas été jugés encore. Donc, normalement, c'est le principe. Et c'est cette réforme que le gouvernement du Bénin a eu à faire en essayant, dans la mesure du possible, de classifier les prisons civiles et les maisons d'arrêt. Et si on regarde la cartographie qui est faite, je vous dis que c'est une réforme. Et cette réforme n'a pas encore eu toute la plénitude de sa rigueur, parce que vous retrouverez dans les maisons d'arrêt aujourd'hui des personnes qui sont condamnées plus de 2 ans. Vous retrouverez encore dans les prisons civiles des personnes en attente de jugement. Donc, la réforme, c'est le principe. Et au Bénin, nous avons 11 établissements pénitentiaires. Nous avons 11 établissements pénitentiaires, c'est-à-dire 11 maisons d'arrêt, prisons civiles. D'accord. Dans les 11, vous avez 3 prisons civiles. Les trois prisons civiles sont réparties en tenant compte des cours d'appel. Vous savez que nous avons 3 cours d'appel. Cour d'appel du Sud, cour d'appel du Centre et cour d'appel du Nord. Donc, les juridictions qui sont au niveau de la cour d'appel du Sud ont comme prison civile la prison de Misrété. D'accord. Et ceux qui sont dans le centre, donc au niveau du ressort de la cour d'appel du centre, la prison civile qui est retenue est la prison civile d'Abomey. Et ceux qui sont au nord, qui sont à la cour d'appel du Nord, on a la prison civile de Parakou. Voilà les 3 prisons civiles que nous avons, qui devraient normalement avoir comme pensionner des personnes condamnées à plus de 2 ans, mais qui malheureusement ont aussi des prévenus comme dans les maisons d'arrêt. En ce qui concerne maintenant les maisons d'arrêt, il faut que je vide ça. Nous avons 8. C'est ça. Nous avons la maison d'arrêt de Porto Novo. Nous avons la maison d'arrêt de Cotonou. Donc, c'est par un abus de langage que nous utilisons la prison civile de Cotonou. C'est une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Cotonou. La maison d'arrêt d'Abomey-Calavi, la maison d'arrêt de Ouida, la maison d'arrêt de Lokossa, la maison d'arrêt de Savalou, la maison d'arrêt de Natitengu et la maison d'arrêt de Kandi, qui est en place depuis 1900 par exemple. Ah bon? Oui. De Kandi. D'accord. Alors,
pour poursuivre cette émission, j'aimerais vous proposer un extrait. Et voilà. Donc, un extrait que j'ai eu à tirer d'une vidéo tournée en 2011 lors de la visite du président, l'ancien président Boni Yaye, à la prison civile de Cotonou, en compagnie de la ministre de la Justice, Marie-Élise Bédot. Nous allons suivre cet extrait, présenté bien entendu par Herbert Bégan. Il était dans le temps ancien régisseur à la prison civile, ou je dirais, pour utiliser le mot juste, à la maison d'arrêt de Cotonou. Voilà. Nous avons ici une organisation type d'un dortoir à la prison civile de Cotonou. Je voudrais d'abord dire que c'est des dortoirs normalement prévus pour 40 personnes au maximum. Mais actuellement, nous avons 315 ou 320 personnes par dortoir. Donc il y a une immense surpopulation. Et comment les gens arrivent-ils à se cantonner dans le dortoir? D'abord, sur le tableau, nous allons voir le bout du dortoir, complètement en haut. Quand on appelle, les détenus appellent ça l'hôtel, parce que là, on a quelques lits, des lits superposés. Quelqu'un se couche sur le lit qui est en haut, un autre sur le lit qui est en bas, mais également par terre, là où on devait ranger les chaussures, 2 personnes rampent jusqu'à aller se coincer sous le lit pour dormir. Et dites-vous que c'est des places privilégiées quand même, parce que c'est les anciens qui sont restés longtemps à la prison qui arrivent à accéder à ces places-là. Après eux, nous avons ce qu'on appelle les couchés immobilisés. Les gens disent aussi champs couchés, mais couchés immobilisés, ils sont couchés en quinconce, la tête de l'un au niveau des pieds de l'autre, ainsi de suite, sont couchés en quinconce, on les aligne. Ces gens, tels qu'ils sont coincés, ils ne peuvent pas se lever pour uriner dès qu'ils auront envie, parce que l'urinoir se retrouve à l'autre bout du dortoir. L'urinoir, c'est quoi? C'est juste un bidon. Un bidon. Donc, ces gens, à partir de 16 heures déjà, ils ne boivent plus d'eau. Parce que s'ils boivent d'eau, ils auront des problèmes. Nous avons les gens qui sont couchés de part et d'autre contre les murs. Ces gens, c'est des personnes encore privilégiées. Parce que, bien qu'ils soient couchés en position coincée, ils arrivent à bénéficier d'un petit couloir, un mince couloir pour aller uriner quand l'envie leur prend. Et il arrive que des gens négocient ces places-là auprès du chef de dortoir et parfois il y a des corruptions et nous intervenons pour qu'il n'y ait pas des abus. Maintenant, le pire, c'est ceux qui sont à l'entrée. Voilà la porte, ceux qui sont à l'entrée. Les immobilisés accroupis. Il n'y a pas de place pour qu'ils dorment étendus. Dans cette position, pendant longtemps, les gens restent là pendant parfois même 12 mois dans cette position. Finalement, les viscères sont comprimés vers le bas et les intestins descendent dans les testicules. Et ça développe des hernies. Il faut après aller les opérer à l'hôpital, voilà, ainsi de suite. Mais nous avons également 2 coins. Un coin WC où c'est un bidon et un coin douche, c'est également un bidon d'eau. Au niveau du WC, il y a des personnes qui habitent également le WC parce qu'il n'y a pas la place. Et c'est des places difficiles parce qu'il y a les odeurs, des déchets de 300 personnes. En ce qui concerne la douche, en raison de la chaleur, il y a des gens qui tombent évanouis et on va chercher de l'eau pour voir si on peut les rafraîchir. Et tout ça là est maintenu en place grâce aux brasseurs qui tournent en permanence. Mais quand il y a coupure de courant, d'abord, en quelques minutes, on voit pratiquement de l'eau circuler par terre. Or, c'est la sueur des gens. Et il est arrivé des cas où l'infirmier est derrière moi, tout juste, où on a eu des décès par étouffement. Il est important pour nous d'avoir de l'énergie électrique en permanence pour éviter qu'on ait ces problèmes-là. Or, malheureusement, on n'a pas de groupe électrogène et quand il y a coupure de courant, c'est la catastrophe. D'accord. Voilà donc cet extrait que je vous propose, Monsieur Serge Prince Agbodjan. Nous étions là en 2011. Alors, je voudrais vous demander aujourd'hui, quel est le visage de nos maisons d'arrêt et prisons civiles? Est-ce que quelque chose a changé? Oui, forcément. Depuis 2011 à ce jour, quelque chose a changé. Mais est-ce que le problème a été réglé? Voilà. C'est ça. Alors, lorsque on écoute ça, on se demande, mais est-ce que c'est des personnes qui sont là? Et c'est toute la problématique des droits de l'homme. Vous savez, les droits de l'homme se définissent comme des droits inhérents à la personne humaine. Vous êtes personne humaine, soit brigand, bandit, président, tueur et tout ce qu'on veut. Vous avez la capacité d'être personne humaine, vous avez des droits. Et ces droits sont inhérents à vous. Et dans la première valeur que les droits de l'homme recherchent, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine doit être privilégiée. C'est pour ça que
il m'arrive de ne pas comprendre qu'on dise que les droits de l'homme, c'est de l'extérieur, on nous a imposé ça, c'est de l'Occident. Toutes ces questions, pour moi, me montrent qu'on ne connaît pas pourquoi il y a les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le respect de la dignité de la personne humaine. Qu'est-ce que nous faisons de la dignité de la personne humaine? Et c'est clair dans notre préambule, dans la Constitution du Bénin, c'est clair dans les dispositions de la Constitution humaine, de la Constitution béninoise, où nous disons que la personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée et inviolable. Et l'État doit pouvoir protéger cette personne-là, quelle que soit sa situation. Ainsi donc, lorsqu'on parle de droits de l'homme, j'invite toujours tous les acteurs, y compris la population, à se demander si nous étions à la place de ces gens-là, qu'est-ce que nous allons accepter, qu'est-ce que nous allons, disons, retenir lorsqu'on nous traite comme si on n'existe pas, comme si on n'a pas de dignité. Donc, il faut toujours se poser la question en matière de droits de l'homme. Quel est le respect de la dignité humaine dans mon fonctionnement? Je suis ministre, les dispositions que je prends, ce que je propose, est-ce que je respecte la dignité de la personne humaine? Je suis citoyen. Lorsque je commets des actes, lorsque je pose des actes, est-ce que je me demande si je respecte la dignité de la personne humaine? Chaque fois que nous allons répondre à ces questions, nous allons mieux faire et nous allons mieux nous humaniser et être conformes à l'article 36 de la Constitution du Bénin. Maintenant, quelle est la situation? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'efforts, vraiment beaucoup d'efforts, et c'est le lieu. Et je vais vous donner des exemples qui montrent que les gouvernements successifs et surtout le gouvernement du président Talon a fait des efforts pour pouvoir améliorer la situation. Vous prenez par exemple une situation qui a été évoquée en 2011 qui est l'absence de groupes électrogènes. Vous voyez ce nombre-là, il manque de groupes électrogènes, comment gérer? Aujourd'hui, je peux vous dire que sur les 11 maisons d'arrêt et prisons civiles, il y a presque plus 100 groupes électrogènes. Il y a presque plus. La dernière fois, on était en mission à Natitengu. On a vu le groupe électrogène. Il y avait quelques soucis dessus, mais on réparait avant que nous on ne quitte. Ça voudrait dire que les gens se préoccupent de la situation. Maintenant, pourquoi nous sommes là? C'est ça le problème. Pourquoi nous sommes là? La situation telle que décrite en disant les gens dorment difficilement. En 2011, on était à combien de détenus, de pensionnés? En 2023, on est à combien? Moi, je vais vous donner quelques éléments. Allez-y. Au moment où on rédigeait notre rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en 2019, puisque nous avons la mission, la Commission béninoise des droits de l'homme a la mission de rédiger un rapport annuel sur les droits de l'homme en dehors des rapports thématiques que nous envoyons à l'autorité sur des questions précises. Mais sur le rapport annuel sur l'état des droits de l'homme, en 2019, à la page 31-32, nous avons parlé des détenus. Et nous avons, en ce moment-là, que on avait pour l'ensemble des maisons d'arrêt du Bénin, des maisons d'arrêt prison du Bénin, on était à 9687 détenus. C'est écrit dans notre rapport à la page 32. Le rapport est public, c'est sur Internet, vous téléchargez tout de suite, vous allez suivre avec moi. Donc nous étions à 9687 détenus. Et les inculpés, les prévenus, c'est-à-dire les personnes qui étaient en attente de jugement, ils étaient à 5516. Donc, ils dépassaient les condamnés, c'est-à-dire 417171 pour les condamnés et 5516 pour les personnes en attente de jugement. Ce qui veut dire que ça pose un problème dans le fonctionnement de la justice. Parce que normalement, le nombre d'inculpés et le nombre de prévenus ne devraient pas dépasser les condamnés si le système fonctionne bien. Donc, ce rapport a été rendu public et nous avons fait des recommandations, nous avons sollicité l'appui des uns des autres pour que ce système soit amélioré, pour qu'on avance. Nous étions donc dans le rapport 2019. Dans le rapport 2020-21,
nous avons été contraints, compte tenu de ce que nous avons observé, parce que dans la loi qui a créé la Commission béninoise des droits de l'homme, à son article 4, il nous a été demandé, à l'article 4, alinéa troisième point et puis deuxième point, il nous a été dit que nous devons effectuer, le point 8 par exemple nous a dit que nous devons effectuer des visites régulières, inopinées ou notifiées dans les lieux de détention et de rétention aux fins de prévenir toute violation des droits de l'homme. Et au même moment, le même article dit que les citoyens peuvent nous saisir par rapport aux questions de violation. Et donc nous recevons beaucoup de plaintes des détenus qui nous saisissent, qui nous envoient des plaintes. Et nous-mêmes, dans nos missions, nous visitons, nous avons une très bonne collaboration avec les acteurs de l'agence pénitentiaire et la chancellerie. Le courant passe bien. Oui, on essaye. Chacun dans son couloir. Et on nous facilite la tâche. S'il y a des résistances, on discute, on trouve des solutions. Donc, lorsqu'on visite, par exemple, nous regardons, nous donnons les recommandations. Dans le rapport 2021, dont je vous disais, nous avons été obligés de consacrer carrément une section pour la question des détentions. C'est la section 8, et ça a commencé à la page 41. Ceux qui ont le rapport, ils vont lire. Nous avons précisé dans le rapport là que à la date du 12 juillet 2021, la population carcérale enregistrée par l'équipe de la commission était de 13 009 détenus, dont 459 femmes et 177 mineurs. Vous allez constater donc que du rapport 2019 au rapport 2020-21, il y a une évolution. Oui. Le dernier que nous sommes en train de faire, les derniers chiffres que nous avons aujourd'hui, je peux vous le dire de manière précise. Nous avons aujourd'hui, par rapport à la situation carcérale, une situation qui s'est aggravée. Et vous le savez déjà, puisqu'il y a eu de nouvelles infractions, il y a eu la cybercriminalité, il y a le terrorisme, il y a beaucoup d'autres infractions qui sont apparues entre-temps. La situation carcérale s'est aggravée, s'est complètement détériorée, et je peux vous dire que nous tournons autour de 16 000 détenus. C'est ça. 16 000 détenus pour une capacité qui ne dépasse pas 8 000. Le double carrément. Alors, lorsque vous avez... Les bâtiments ne sont pas extensibles. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque vous avez des capacités de ce type, vous comprenez un peu, ou dans une maison d'arrêt, où nous avons prévu, notre pays a prévu 250 places, les gens sont à 949. Des maisons d'arrêt ou des prisons où on a prévu 1000 places, des gens sont à 3805. Des maisons d'arrêt où on a prévu 750 places, les gens sont à 1631. Lorsque vous avez des chiffres comme ça, forcément, vous ne pouvez pas espérer faire mieux. Le respect des droits de l'homme. Oui. Donc, et c'est pour ça que dans les recommandations que nous faisons, chaque fois nous discutons avec les autorités, nous disons d'agir sur deux angles. Et le gouvernement a tellement bien compris aussi qu'il y a eu des démarches à ce niveau-là. D'abord, si vous voyez le programme d'action du gouvernement, l'ancien ministre de la Justice l'a clairement indiqué lorsque il faisait la présentation du rapport en ce qui concerne son secteur. Il a dit que le gouvernement entend premièrement humaniser encore les maisons carcérales. C'est ça. Deuxièmement, construire d'autres maisons carcérales. Je sais qu'en ce moment-là, le gouvernement est en train de s'activer pour construire une nouvelle prison d'environ 3000 places, je crois, à Ruedo, à Calavi, à Ruedo. Je sais qu'il y a des programmes d'extension qui ont été annoncés. Vous prenez Ouida aujourd'hui, il y a des programmes d'extension pour
agrandir cette prison-là. Vous allez à Parakou aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits pour agrandir cette prison-là. Mais ça, est-ce que ça empêche le nombre? Si nous faisons par exemple Ouedo tout de suite, on sort 3000 du lot que nous n'avons pas encore réglé la question de la surpopulation carcérale. Donc, la question reste et demeure. Deuxième niveau où il faut agir, c'est sur le fonctionnement de la justice. Et là, je peux dire et je peux encore demander que les efforts qui sont réalisés à ce niveau soient encore plus davantage, je dirais, développés, engagés. Parce que vous savez très bien la situation des magistrats. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux et tous les jours l'État fait l'effort de recruter. Mais le problème se pose toujours. Le nombre de magistrats ne couvre pas la capacité que nous avons au Bénin en ce qui concerne le processus. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente. Beaucoup de dossiers. Ça se complique aussi parce que vous prenez par exemple la cour, la Criette, qui est une envergure nationale et qui gère beaucoup d'infractions. Et donc, lorsque il y a vous regardez bien les nominations qui se font à ce niveau, toutes les fois où il y a des redéploiements, on envoie toujours à la Criette. Mais les problèmes sont toujours là. Parce que c'est une juridiction à compétence nationale qui gère beaucoup de dossiers. Et dont les nouvelles infractions viennent. Aujourd'hui, nous avons les infractions sur les femmes, nous avons un certain nombre de choses. Donc, plus ça arrive, plus ça s'étouffe. Donc, à ce niveau, il y a encore à faire. Encore que la loi a prévu des délais pour que les gens puissent être traités. L'article 147 du Code de procédure pénale est très clair et la Cour constitutionnelle rend les décisions régulièrement pour constater qu'il y a des détentions arbitraires parce que c'est hors délai. Vous savez, nous on a mis dans le rapport 2019 par exemple que au cours d'une de nos inspections, nous avons retrouvé un vieux qui avait fait 15 ans sans aucune présentation devant le juge. Il n'a pas été condamné. Il a fait il n'avait pas été présenté. La première présentation, jusqu'à 15 ans, il est resté en détention. Et lorsqu'on l'a découvert, on l'appelait même doyen. Lorsqu'on l'a découvert, on a dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, il parle la langue, il parle notre langue, il dit qu'il est ici et que j'ai dit, mais on lui a demandé, mais tu as rencontré le juge la dernière fois quand? Il nous dit, mais ce truc, ça fait plus de 12 ans que lui, c'est le premier jour qu'on l'a présenté, après on l'a plus présenté. Vous savez, nous avons dit non, parce que ça sort de toute réglementation. Ça sort de l'ordinaire. Nous sommes allés, puisque chaque fois que nous faisons des prisons, nous descendons dans les tribunaux pour échanger avec le parquet, les présidents, pour poser les problèmes que nous avons. Dès que nous sommes allés au tribunal de Porto-Novo concernant ce vieux-là, lorsqu'on posait le problème, le président du tribunal nous a dit, monsieur Abodjan, ça ne peut pas se passer puisque on ne peut pas avoir quelqu'un qui a fait plus de 15 ans. Je dis, mais monsieur le président, le type, voilà, son mandat de dépôt, il est là. Vous savez ce qui s'est passé pour ce vieux-là? Ce vieux avait été pris par le juge d'instruction. Son dossier a été envoyé en instruction. Il a été pris dans les 3 premiers mois. Et dans ces 3 premiers mois, le juge a estimé qu'il n'était pas impliqué dans les faits qu'on lui reproche. Et a décerné un non-lieu par rapport à ce monsieur-là. 3 mois après, le document de non-lieu n'a pas été renvoyé à la prison. Le monsieur a fait 15 ans. Gratuitement. Heureusement, malheureusement pour nous, lorsque nous sommes mis dessus, nous avons pu avoir la libération de la personne un vendredi. Et le dimanche, le régisseur de la prison m'appelle pour me dire, monsieur Abodjan, notre vieux est parti, il est mort. Donc lundi, on pensait aller le chercher. Mais la veille, il est décédé. Voilà des Après cas. 15 ans passés Après 15 ans passés gratuitement dans une détention. Dans le rapport 2020-2021, nous avons encore vu des cas. 12 ans. Ce qui a été intéressant à partir de 2020-2021, c'est que lorsque nous posons les problèmes,
et nous saisissons la chancellerie, des efforts se réalisent en même temps pour qu'on puisse sortir les gens. Il y a de ces dysfonctionnements qui posent problème et qui font que il était nécessaire d'attirer l'attention des uns des autres dans notre rapport. Toutes ces questions-là sont dans nos rapports. Et nous disons toujours à chaque fois quels sont les problèmes que nous pensons régler, quelles sont les solutions que nous pouvons préconiser pour avancer. La prison, la détention n'est pas quelque chose prévu pour d'autres. Tout le monde peut s'y retrouver. Et donc nous devons unanimement tous les Béninois, nous devons travailler pour l'améliorer. Il suffit pas de lancer la pierre à un ou à un autre. Il faut voir dans nos comportements déjà nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour que les gens aillent systématiquement en détention, et les magistrats qui ont les dossiers, qu'est-ce qu'ils font pour vérifier la situation de la capacité. Nous demandons aux gens, faites un tour. Vous savez, nous sommes à Radio Cotonou, radio de la mairie, n'est-ce pas? Si le maire m'écoute et si son conseil m'écoute, je les prie de faire un tour à la maison d'arrêt qui est dans leur zone. Visiter. Je crois qu'ils apporteront beaucoup. Beaucoup. Passer 1 heure ou 2 heures. Et voir. Pour voir ce qui se passe. Ils comprendront que ce n'est pas possible de vivre dans des situations comme ça. C'est ça. Et pourtant, les efforts se font et se réalisent tous les jours. Ok. Nous allons tout simplement demander aux auditeurs que l'heure a sonné. Ils peuvent donc appeler. On va recevoir quelques questions avant de poursuivre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préoccupations donc à aborder aujourd'hui. On ne pourra pas tout aborder. On fera donc d'autres émissions pour toujours voir un tant soit peu comment améliorer la vie au niveau de nos maisons d'arrêt et prisons du Bénin. Mais quand on parle, bien entendu, de la prison ou maison d'arrêt, n'importe comment la situation est là. Il n'y a pas suffisamment de place. Mais ce sont des gens qui accueillent, bien entendu, les détenus. Qui sont ces gens-là? Comment ils sont formés pour véritablement assurer un séjour plus ou moins apaisé aux détenus? Et c'est là qu'il fait un autre pan de la question. Vous savez, nous, à la Commission béninoise des droits de l'homme, nous appelons les agents pénitentiaires, ceux qui travaillent dans les prisons, nous les appelons prisonniers des prisonniers. Prisonniers des prisonniers. Pourquoi? Voilà un corps où, si tu fais l'erreur, même la négligence, et un détenu s'évade, tu le remplaces. Et les détenus le savent. Et ils menacent. Puisque nous, à un moment donné, on a fait des plaidoyers pour aider à sortir 17 régisseurs, gardiens-chefs, surveillants, etc. Parce qu'il y a eu des personnes qui se sont évadées. Donc, on a estimé qu'il faut arrêter. Il faut arrêter tout le monde sur la ligne. On a dit, on a fait le plaidoyer, heureusement, on nous a écouté, que ce n'est pas seulement tout le monde qu'il faut déposer. Il faut voir qui a la responsabilité pour ça. Donc, les agents pénitentiaires qui sont là, ils souffrent du fait du départ de quelqu'un. Donc, dans leur logique de ne pas vivre, de ne pas les remplacer, ils sont des humains. Ils prennent toutes les dispositions possibles, même atroces, pour pouvoir régler le problème. Vous voyez, les règles Nelson Mandela qui régissent la prison, aujourd'hui, que le Bénin... On va y revenir. On va prendre un intervenant qui est déjà en ligne. Bonjour à vous. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. À qui avons l'honneur? Herman Letton. Nous vous écoutons. Merci. Quelques préoccupations. Je dis bonjour au prince. Merci, bonjour. Par rapport aux prisons, moi aussi, je fais un travail depuis des années. Et je voudrais demander à votre invité. Oui. Parce qu'un temps, j'ai posé un problème avec l'actuelle agence pénitentiaire, le directeur, M. Ompé. C'est par rapport au test. Je sais que son prédécesseur, autant de son prédécesseur, il y a des tests qui ont été élaborés pour répondre aux nouvelles exigences parce qu'ils sont en train d'appliquer tests de 1964, je ne sais pas là. Est-ce qu'il y a de nouveaux tests maintenant qui parlent des prisons? Deuxième, on a fait le combat des moyens roulants. Monsieur Naoum, vous savez, parfois, les prisonniers sont convoqués pour répondre devant le juge, mais faute de moyens roulants, je dis bien faute de moyens roulants, ils n'arrivent pas à se présenter devant le juge. Résultat, rejet. Je sais qu'il y a eu assez de bus qui ont été achetés, mais est-ce que ça suffit maintenant pour répondre au problème? La dernière question. J'ai toujours dit, je ne peux pas imaginer que ce qui coûte
francs dehors puisse coûter 125, 150 francs à l'intérieur des prisons. J'ai fait ce combat. À l'heure actuelle, je ne sais pas ce que ça donne. Je voudrais demander à M. Aboudian, est-ce que à ce niveau-là, ce qui coûte 25 francs dehors continue de coûter plus, ou bien la situation s'est améliorée? C'était Herman Metron. Je vous souhaite une excellente journée dominicale. Merci beaucoup à vous. On a un autre intervenant? Pas encore. Nous allons poursuivre sur les agents. Voilà. Donc, vous parliez de Nelson Mandela. Oui, les règles de Nelson Mandela interdisent l'utilisation des entraves et des mécanismes qui ne permettent pas de respecter la dignité. Entrave, c'est les choses qu'on te met au pied, etc. Voyez-vous, un agent pénitentiaire qui va à l'hôpital avec à lui seul 5 malades. 5 malades. On dit que si un seul part, il le remplace. Et il doit faire le tour. En plus, il y a même des malades donc détenus qui sont complètement délaissés de leurs parents. Les parents ne viennent même pas. Et c'est cet agent-là qui devient encore un coursier pour faire acheter les médicaments, ce qui n'est pas du tout de son ressort. Qu'est-ce qu'il fait? Il met les entraves qui sont interdites, tout simplement. Nous leur disons non, on ne doit pas. Parce que si tu es devenu coursier, on t'envoie acheter quelque chose, le prisonnier peut partir après. Et toi, tu es pris. Donc, écoutez, le personnel pénitentiaire devient aujourd'hui pour nous des gens qu'il faut privilégier, il faut organiser, il faut encourager. Et ils sont peu aujourd'hui. Vous savez, il faut au moins 500 agents aujourd'hui. Puisque si nous sommes à plus de 16 000, il faut au moins 500 agents pour gérer cette masse-là. Mais ils sont moins de 230. C'est déjà un problème. Et donc, vous avez des gardiens qui gèrent des dizaines. Et le pire dedans, c'est que vous avez des juges, des procureurs qui demandent d'extraire 100 au cours d'une procédure. 100. Vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'il faut sortir 100 détenus au cours d'une journée, d'une procédure, avec des agents et dans un bus qui a un nombre de places. Il faut avoir une idée sur tout ça pour véritablement comprendre ce qui se passe. Voilà. Oui, on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Qui a de l'honneur? Moi, je m'appelle Koutika Dourafien. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais remercier votre invité. Oui. J'ai suivi jusque-là le débat que vous êtes en train de donner. Allez-y sur les questions rapidement, s'il vous plaît. Les questions de point, c'est quoi? J'ai entendu quelqu'un intervenir par rapport à ce qui est vendu dans les prisons tout à l'heure là. Que ce qui coûte 25 francs dehors coûte 70 francs, 100 francs par exemple à l'intérieur des prisons. Je voudrais corroborer ce fait-là et préciser que cette vente au niveau des prisons souvent est organisée par des responsables au niveau des prisons. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des prisons, votre invité a parlé des moyens roulants tout à l'heure. Ça, c'est un cas très fréquent. Très fréquent, des détenus sont convoqués devant le juge. Il faut des moyens roulants, ne se présentent pas et leur dossier est rejeté. Ça, c'est fréquent. Il y en a aussi au niveau du personnel. Le personnel qui doit accompagner les détenus au niveau des juridictions n'est pas suffisant. Il faut de cela, les détenus ne se présentent pas. Ça aussi, c'est question. Maintenant, quand il s'agit de la maladie, des malades, lorsqu'un détenu est malade au niveau des prisons, ce n'est pas facile de se faire soigner. Vous êtes malade, vous avez les moyens de vous faire soigner, mais on ne vous permet pas de vous soigner. D'accord. Ça aussi, c'est un gros problème. Ok. Vous avez une autre question? Bon, je peux revenir sur ça. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre appel. Et donc, nous poursuivons sur les agents. On aura le temps de répondre rapidement à ces questions. Il faut faire un effort pour ces agents-là. Je me réjouis, et c'est encore un effort de fait par le gouvernement du président qui a rétabli les primes. Parce qu'au moment où on faisait la visite en 2021, 2020, 2019, on avait suspendu les primes de ces gens-là qui souffraient derrière les détenus. Aujourd'hui, ils ont rétabli les primes et
nous en sommes heureux. C'est ça. Mais il faut augmenter ces gens-là. Il faut augmenter les agents. Il faut les former. Vous savez, sur la question de la formation, nous venons de faire, grâce à l'appui de l'Union européenne, la Commission a dû faire une formation sur les règles minima de détention, qui est la règle internationalement connue, la règle Nelson Mandela. Nous avons fait 2 semaines presque pour former environ 120 agents pénitentiaires. Nous venons d'en finir là, vendredi dernier. Ça veut dire que sans ça, ils n'avaient pas ces outils-là. Parce que c'est de la police républicaine qu'on les renvoie. Le Bénin n'a pas encore une école pour former les agents pénitentiaires. Les agents pénitentiaires n'ont même pas encore un corps. Parce que dans tous les pays du monde, il faut créer un corps pour eux. Et on les forme, et ceux qui y vont savent qu'ils doivent évoluer dans le corps en tenant compte de ça. On n'a pas. Mais ce n'est pas pour ça non plus qu'en travaillant, ils ne doivent pas respecter la dignité de la personne humaine. Et c'est pour ça que nous veillons, nous les encourageons, nous faisons ce que nous pouvons à la Commission pour les aider à avancer. On va prendre encore deux appels et on reviendra totalement dans cette émission. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tous. Oui, votre nom? Sébastien Rousseau. D'accord. Allez-y rapidement sur vos questions. Merci beaucoup, M. Président. Et qu'est-ce qui se passe, M. Sey, quand un détenu est malade et que le mal dont il souffre a besoin d'un spécialiste? Mais pour obtenir l'autorisation, c'est compliqué. On ne donne pas. On le tourne. Dans quelle catégorie peut-on classer ces genres de situations? Deuxième question. Et les personnes arrêtées dans des affaires, des élections et autres, n'ont-ils pas les mêmes droits que les autres prisonniers? Parce qu'il y en a d'autres qu'on a arrêtés depuis longtemps. Ils ne sont pas jugés. Ils ne sont pas pourquoi ils sont arrêtés. Et ils coupent toujours en prison. Mais dernière préoccupation, il y a d'autres personnes qui sont arrêtées, ils ne sont pas jugés, mais ceux avec qui on les a arrêtés sont tous libérés. Mais ils occupent toujours en prison. J'ai les cas devant moi ici. Depuis 1 an, ils sont là. Mais ceux avec qui on les a arrêtés, on les a libérés. Mais ils sont là, ils ne sont pas jugés. Ils ont envoyé des lettres pour qu'on les juge. Et qui n'ont pas obtenu qu'un des causes, ils ont envoyé aussi des lettres pour obtenir leur libération parce que ceux avec qui on les a arrêtés sont libérés, mais pas, ils n'ont pas eu de cause à l'heure actuelle. Merci beaucoup à vous. Merci. On prend un autre. L'autre en ligne est parti. Bon voilà. Merci à ceux qui nous ont appelés. On va donc marquer une pause ou l'arrêt pour les auditeurs. On revient totalement dans Serge Prince Aboujan. On était bien entendu sur les règles de Nelson Mandela. Oui. Donc, pour appliquer ces normes, il faut que nos surveillants, les régisseurs, les gardiens-chefs, les chefs PJ, c'est les staffs d'une maison d'arrêt, d'une prison, il faut qu'ils soient formés. Nous avons substitué à cela en faisant cette formation de 2 semaines par vague. Mais il va falloir que le gouvernement continue, œuvre pour que premièrement ils aient une école, comme en Côte d'Ivoire, comme dans certains pays proches de nous, ils ont une école. Deuxièmement, ils ont un corps qui fait que ils savent que désormais ils sont là. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une faute, on les renvoie à la police. Et on reprend d'autres nouvelles personnes qu'il faut encore former pour pouvoir aller. Donc, à ce niveau-là, nous demandons que les efforts qui se font avec les détenus, nous puissions aussi le faire au niveau des agents pénitentiaires. Et je voudrais vraiment souhaiter une certaine, je dirais une complémentarité entre les agents pénitentiaires et la juridiction, les juridictions, je vais parler des magistrats qui sont dans les tribunaux. Il faut qu'il y ait un lien pour que les problèmes soient perçus. Parce qu'il y a des cas, vous savez, il y a beaucoup de problèmes que les gens posent, mais ceux qui savent saisissent la commission. La loi leur permet de saisir la commission. Et nous descendons sur les lieux, nous discutons. Il y a des gens, il y a plusieurs, la dernière fois, on en a encore fait. Quelqu'un qui a fini sa détention, qui a terminé sa détention, condamné, il a fini, mais la procédure pour lui permettre de sortir n'a pas été efficace, il est resté encore quelques semaines avant.
Lorsque la personne on a alerté, que nous avons été informés, nous avons travaillé et il y a une certaine volonté de la chancellerie, en tout cas du cabinet du ministre, qui permet aujourd'hui de trancher sur ces questions-là de sortie. Les vraies difficultés existent et peut-être vers la fin je vais les indiquer, mais au niveau des agents, il faut que nous travaillions d'abord pour leur faciliter la tâche, parce que le parent qui comprend que le monsieur est obligé de faire ce qui n'est pas prévu dans la loi pour se sécuriser, doit pouvoir comprendre et l'aider dans sa mission. Et nous, les citoyens aussi, nous devons jouer notre partition et maintenant inviter le gouvernement à pouvoir jouer sa partition. On va essayer de répondre rapidement aux questions avant de revenir sur la question cruciale que je vais vous poser enfin pour clôturer cette émission. La première question, c'est les tests. Ah oui, il y avait une évolution sur les tests, mais ça a été réglé. Un citoyen a saisi la Cour sur cette ordonnance-là et l'ordonnance a été déclarée contraire à la Constitution. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de test qui résiste les prisons, sauf si nous nous référons au code de procédure pénale qui a donné les grandes règles. Et je sais qu'au niveau du cabinet du ministre, il y a un travail qui se fait. Nous, on avait été un peu impliqués puisqu'on a regardé de loin. La loi nous donne la possibilité d'agir sur ces questions. Nous avons investigué, nous avons compris aujourd'hui qu'il y a un test réglementaire qui est dans le couloir pour qu'on sorte. Parce que si on ne sort pas les tests, on peut pas asseoir comment je dis, les agents. Il y a la question de la boutique. Moi, je pense qu'il faut que on invite ici l'un des responsables de l'agence pénitentiaire du Bénin, parce que c'est une agence qui fait énormément d'efforts dans le cadre de l'amélioration de la situation. Je trouve même que cette réforme, elle est meilleure parce que elle permet aujourd'hui de régler les problèmes au cas par cas. Par exemple, les problèmes de moyens de transport, c'est pratiquement réglé. Il y a presque plus de maisons d'arrêt aujourd'hui qui n'a plus de moyens. La dernière fois, je crois, c'est cette semaine seulement, qu'il y a eu trois autres véhicules qui ont été donnés par exemple à mes amis de Natengou qui eux avaient une voiture qui a fait un accident et qui a été complètement cabossée, et aujourd'hui je crois qu'ils ont des véhicules. Donc les questions de véhicules se posent et c'est réglé plus ou moins sur l'évolution. Aujourd'hui, il n'y a même pas la possibilité de dire on n'a plus de véhicules parce que même s'il n'y a pas de véhicules, il y a une certaine organisation de l'agence qui permet de pouvoir. Mais maintenant, lorsque vous demandez qu'on extrait 100 personnes, alors que la voiture est de 18 places, vous imaginez. Il faut plusieurs allers-retours. Et lorsqu'on est en train de faire l'aller-retour, il faut bien positionner des agents pénitentiaires. Et on ne peut pas dégarnir toute une prison parce qu'on est en train de faire des extractions. C'est des questions qui permettent la discussion entre les acteurs qui gèrent cette chaîne pénale. Maintenant, pour la question de boutique. Je crois que c'est pour ça que je dis que c'est l'agence qui demande. Nous, on a observé qu'il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, ce n'est plus avant, c'était les détenus qui vendaient. Pour dire la vérité. C'était carrément un marché. C'était leur marché. Et il y a une réforme qui a mis en place les boutiques. Aujourd'hui, c'est des boutiques qui sont mis en place par des prestataires qui ont signé des contrats avec l'agence et qui gèrent ces choses-là. Et je crois que dans les règles avec l'agence, ce n'est plus permis de faire du surenchère comme on fait. Il y a des normes qui permettent. Et les prix ne devraient pas être plus selon le client. Non. Et puis, j'observe que ce sont les détenus eux-mêmes qui sont de temps en temps mobilisés pour faire le suivi sur ces choses-là. Par exemple, leur cabine téléphonique, pour ceux qui ont des cabines téléphoniques, parce qu'il y a des maisons d'arrêt qui ont des cabines téléphoniques, c'est les détenus même qui gèrent selon le cas. Donc, on peut dire que sur cette question-là, on a eu peut-être une évolution, mais les agents, les agents qui sont chargés de ça, surtout l'agence pénitentiaire, pourraient vous dire un peu les réformes plus sur ça. Nous, on a constaté que il y a plus de vente comme ça par les détenus où on faisait tout ce qu'on voulait et ça faisait un réseau. Il y a quelque chose organisé où on vend même un peu de tout sauf la drogue, surtout sauf la drogue. Maintenant sur les malades, les détenus malades. Voilà un autre souci qui préoccupe la commission. Nous l'avons dit dans notre rapport, mais il faut que nous précisons. Vous savez, il y a
une forme d'infirmerie dans presque toutes les maisons d'arrêt et les prisons. Il y a une forme d'infirmerie et ça fonctionne sous la gestion des infirmiers prévus sur ça. Donc, l'accès aux soins de santé est constaté. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que il y a une organisation de la société civile, l'ONG, que je voudrais féliciter ici, qu'on appelle Bénin Excellence, je crois. C'est eux qui ont doté toutes nos maisons d'arrêt de la plupart des médecins qu'ils ont aujourd'hui. Toutes nos maisons d'arrêt. Et c'est eux qui gèrent, je dirais même, les frais en ce qui concerne les soins des malades. Et c'est une ONG qui le fait. Ça voudrait dire que le jour où l'ONG va cesser de faire, le problème va se poser. Il va falloir que l'État prenne ses responsabilités pour assurer la santé. Et que les régisseurs qui sont dans les domaines fassent leur leadership pour impliquer le cadrage sanitaire, c'est-à-dire la pyramide sanitaire, pour que eux aussi regardent un peu cette situation-là. Parce que il y a des malades qui sont là, qui sont déférés, et qui sont, qui sortent pour pouvoir se faire soigner, et il faut bien... Mais difficilement, oui, des fois il faut vraiment une procédure... C'est compliqué, non, c'est normal, non, c'est normal parce que, je vous donne un exemple simple, c'est le médecin qui décide qui va partir, parce que le gars qui n'est pas bien, qui ne dort pas bien, tu as vu un peu le schéma dans lequel il est, mais s'il peut être malade pour sortir de là et se coucher sur un lit normal, il va le faire. Donc finalement, s'il n'y a pas une bonne gestion de cela, il faut faire vraiment un diagnostic pour être sûr que ce n'est pas un malade. Oui, c'est ça le problème. Parce que si tu es dans ces conditions-là, alors que si tu vas à l'hôpital, tu seras sur un lit, alors que ici tu es très serré, tu as chaud, etc., ben, tout le monde sera malade. Je ne dis pas que c'est une raison, mais il y a une certaine... on regarde. Mais maintenant, il y a autre chose, et ça, il faut le dire. L'agent pénitentiaire sait qu'il n'a pas la maîtrise par rapport à la sécurité. Vous savez, lorsque quelqu'un va au CNHU, là maintenant, par exemple, un détenu va au CNHU, il n'y a pas un couloir qui est prévu pour les détenus. Donc, il se mélange à la foule. S'il disparaît, lui, il remplace. Donc, le gars, il est là à être vigilant. Et plus on envoie, plus il a des difficultés. Parce que si c'est dans la maison, c'est pour ça qu'il y a eu des projets, des recommandations du style trouvons un centre, vraiment un hôpital pour eux. Et là, la sécurité serait en place. Ou même, si c'est pas facile, les hôpitaux nous disent que ce n'est pas facile, dégager ne serait-ce un espace, une unité qu'on va ceinturer pour permettre à ces gens-là de rester. C'est des choses à faire. C'est des choses à faire, sans compter que la situation de surpopulation carcérale entraîne beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Le gars, certains même n'aiment pas se laver. Comme si c'est dans la rue. Donc pendant que d'autres se lavent, d'autres n'aiment pas se laver. Il y a même dans les prisons, il faut être là-bas pour voir. Parce que les douches sont communes. Non, c'est pas affaire de commune. Des gens ne veulent pas se laver comme ça se fait ici. Donc il y a des gens qui... J'ai vu des dispositifs pour obliger les gens à se laver. J'ai pas compris. Mais dans les maisons d'arrêt aujourd'hui, il y a un dispositif qui dit, bon écoutez, lorsqu'on sort ce dispositif, les seaux et tout ça, certains savent que c'est fini, ils doivent se laver. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque certains ne se lavent pas, d'autres se lavent. C'est un problème. La maladie ne peut pas manquer. Donc, tous ces problèmes-là, c'est parce que nous n'avons pas trouvé des solutions adéquates. Il faut éduquer la population. Il faut faire comprendre à la population que c'est pas envoyer en prison, ce n'est pas une mode. Il faut inviter les juges. Cela m'amène plutôt à poser la question ultime, et ce sera votre mot de fin. En 2 minutes, vous allez nous résumer ça. Comment humaniser nos prisons? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Pour humaniser les prisons, il faut d'abord et avant tout que ça soit une volonté de chacun de nous. C'est ça. Ceux qui envoient, ceux qui déposent, ceux qui les traitent, le gouvernement qui a la charge de la protection. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a un phénomène. Ils mangent 2 fois par jour. Bon, normalement, c'est 3 fois, mais ils mangent 2 fois par jour. Et 2 fois, déjà, c'est un grand problème pour l'État. Puisque c'est des milliards de francs que l'État met, si vous comptez le nombre qui sont.
Aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, qu'est-ce qu'on a observé? Du fait, pour vous expliquer, du fait que les repas sont depuis un certain temps très bien faits, du fait qu'il y a la quantité, certains ne veulent plus partir. On les sort, ils reviennent. Par exemple, on les sort, ils reviennent parce qu'ils estiment que lorsqu'ils sortent, il fait bon vivre à la prison. À la prison. Pendant que d'autres veulent vite partir, d'autres, moi j'ai vu des gens que nous avons négociés compte tenu de leur durée en prison, on a pu obtenir des libérations provisoires pour eux, compte tenu de l'évolution de leur dossier. Les peines ne sont plus ce que nous devons avoir. Mais je suis revenu en visite. Ils étaient encore là. Je les appelle pour dire, là-bas, lorsque je suis sorti, tout le monde me regardait mal dans le quartier. Lorsque je parle, tout le monde dit, toi, tu vas te taire, on sait d'où tu viens. Et puis, donc, la discrimination. Et puis, il dit là-bas, il faut que je cours pour manger. Il faut que je cours pour savoir là où je vais dormir. Ici, alors je n'ai pas ça. Tout est garanti. Donc, la question de la réinsertion sociale se pose. Il y a cette question. Donc, pour dire, la question de la surpopulation carcérale ne peut pas se régler seulement par la construction des prisons. Il faut qu'il y ait la construction des prisons, mais il faut en amont que la justice fonctionne conformément à la loi. Et pour ça, il faut faire des efforts pour le recrutement des juges, mais il faut être aussi rigoureux par rapport au délai. Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle rend des décisions de personnes qui sont en détention arbitraire. Et ça nous choque, nous, à la Commission. La détention arbitraire, mais ces gens-là sont encore en détention, tout simplement. Ce qui met en cause même la décision de la Cour. Donc, sur la question de la surpopulation carcérale, il faut faire l'effort. Maintenant, nous, au niveau de la Commission béninoise des droits de l'homme, nous jouerons notre partition. Chaque fois que nous sommes saisis, chaque fois que nous avons les moyens, il faut former les gens. Il faut aujourd'hui mettre comme principe de base les règles Nelson Mandela, et c'est ça que nous avons fini avec les agents la dernière fois. Et je crois qu'ils étaient partis aguerris parce qu'ils ont compris les mécanismes, ils ont compris ce qu'il faut comprendre, et nous espérons que la situation va s'améliorer. Nous voulons vraiment saluer tous ceux qui font l'effort, et que ce soit le gouvernement, que ce soit les institutions, que ce soit la chancellerie, je veux dire, l'actuel ministre de la Justice qui se bat aussi parce que les visites étaient interdites. Depuis Covid, on ne faisait pas de visites. Il a fallu que le ministre arrive pour lever cette possibilité-là. Maintenant, aujourd'hui, tous les détenus peuvent recevoir des visites comme on en a l'habitude avant Covid. Donc, c'est des efforts qui sont réalisés, et moi, j'invite tous les acteurs à pouvoir avancer. Il y a des détenus qui font des exploits. Je veux dire, il y a par exemple pour ces examens-là du bac, des détenus qui ont pu obtenir le bac, qui sont en admissibilité. C'est l'occasion de relancer, de redire que ces personnes qui doivent être extraites, parce que certains doivent être, des jeunes doivent être extraites pour pouvoir aller faire l'oral, par exemple, et terminer leur cursus. Ces gens-là, on doit pouvoir les aider à faire, parce que dans la prison, il y a pas que des gens qui soient mauvais. Il y a des gens qui veulent changer, qui veulent se réinsérer. Cette émission, on aurait voulu vraiment dire plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans les prisons, il faut veiller à la dignité de la personne humaine, qui est sacré. Point final. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Serge Prince-Abodian, juriste expert en droit de l'homme et des mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de protection des droits de l'homme et rapporteur général de la Commission béninoise des droits de l'homme. Merci pour votre intervention sur cette émission, et on fera d'autres émissions, bien entendu, avec la Commission béninoise des droits de l'homme pour clarifier tout ce qui se fait côté prison, maison d'arrêt. Ghislain Agbangba sur la mise en onde de cette émission. Job Chikpe nous a aidé à prendre les vues pour l'utilisation sur les réseaux sociaux. Honoré Benjamin Naoum était à la présentation. Merci à chacun et à tous, et gardez votre position d'écoute. Le meilleur reste à venir.